Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 27 mai 2021. Actualité au Mali, analyse de la situation par le président Bandakani. Actualité au Canada, USA patriote et pour finir, France patriote. Commençons tout de suite avec l'actualité au Mali. Analyse de la situation par le président Bandakani. La France, Paris contraint vers la sortie par la poussée nationaliste, c'est de cela qu'il s'agit. Des analyses légères ont fait croire à un moment donné que c'était fini pour le Mali, que Paris avait retourné la révolution à son avantage. C'était sans compter avec la complicité de la dynamique même qui a porté, n'est-ce pas, le coup fatal à cette marionnette de la France-Afrique qu'on appelait Ibeka. Je ne dirais même pas de regretter, mais moi, il n'est pas encore mon maire. C'est-à-dire, mémoire politique, c'est-à-dire, Ibeka, c'est la poubelle de l'histoire. Donc, lorsque le mouvement qui a débouché sur la chute de M. Ibeka a été mis en place, vous vous souvenez, nous avons attiré l'attention des Maliens. Nous avons dit, attention, votre mouvement est menacé de récupération par la France. Justement. La France fera tout pour le récupérer. À l'époque même, c'est une position qui n'a pas été comprise par tout le monde. Je l'avais dit. C'est ce qui s'est passé dans un premier temps. La France a récupéré celui qu'on appelle le président de la transition. C'est un tandem Macron-Ouattara, mais qui ne sont que la face visible de tout l'iceberg qu'on venu de citer, États-Unis, Angleterre, Union européenne, tout ça. Et derrière, vous avez les Rothschild, les 13 familles, toujours, même gens. Donc, ils ont retourné ce président de transition, n'est-ce pas? Ils l'ont retourné. Comment ça a commencé? Il faut le rappeler. Ils ont obtenu, à la faveur du voyage de ce président de transition en France, la dissolution du CNPS, du CNSP, pardon, Comité national de salut public. On dissolve ça formellement. Et c'était avec les pressions extraordinaires du plus grand économiste du monde, qui préside en Côte d'Ivoire. Extraordinaire. À l'époque, c'était le mélange. Il a fait l'embargo, l'embargo sur les armes, fermeture de frontières. Il a financé les groupes dits anti-putschistes, les militaires dits anti-putschistes au Mali, M. Ouattara. Il ne voulait pas entendre parler, pas question d'abord, c'est son ami qui est tombé. Et deuxièmement, il savait que les militaires maliens n'ont pas caché. Ils ont dit, quel ample pouvoir, que on ne veut pas s'arrêter au Mali. Notre ambition est de libérer toute l'Afrique de l'Ouest, en commençant par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc vous voyez, une variable importante dans la liste, la guerre quasi ouverte entre M. Ouattara, pion de Paris, et le mot pion même très c'est un honneur pour lui de l'appeler pion. Il est pire qu'un pion. Donc l'axe là, Ouattara, Bamako, Abidjan, c'est un axe de quasi-guerre entre les militaires maliens et M. Ouattara. Tout à l'heure, vous verrez pourquoi, quand j'ai fini mon analyse, pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, en plus de ça, on a dit, on ne veut pas de 3 ans de transition, on veut 18 mois. Vous voyez, on veut 18 mois. Pour vous dire quoi? Que les militaires ont fait des compromis. Il faut comprendre ça. Les militaires ont fait des compromis. Donc, ce ne sont pas des jusqu'au-boutistes comme on l'a voulu croire. Ils ont fait des compromis pour l'intérêt de leur pays. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Ce président de transition est invité à Paris. Macron lui dit que non, tu vas être le futur président. Marche avec nous, on va t'encadrer. Le premier, on va t'encadrer. Liquide de nous, chasse du gouvernement, du moins, chasse de la transition, les militaires légitimes, c'est-à-dire les figures emblématiques du mouvement qui a abouti à la chute d'Ibeka, sur le plan militaire. C'était ça. Et c'était l'exigence de M. Ouattara. On allait jusqu'à faire le chantage à la livraison de l'énergie électrique au Mali. M. Ouattara, toujours. Les Maliens ont demandé un supplément de 10 MW d'électricité. M. Ouattara a bloqué le chantage. Il dit que si vous voulez l'électricité, vous devez faire ce que je suis en train de vous dire. Vous me chassez ces militaires du pouvoir. Nous ne voulons pas voir ces militaires. Ces militaires-là, surtout les colonels qui ont pris, les colonels, là, le fameux Quator, n'est-ce pas, qui a pris le pouvoir réellement à la faveur de la chute d'Ibeka. M. Ouattara et Macron ne veulent pas voir ces gens. C'était clairement dit. Monsieur le président de la transition malienne a été invité au dernier sommet sur le financement, de vous à moi. Et bien, qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? C'est la véritable interrogation, président. Mais je vous dis pourquoi il était là-bas. Derrière, il a rencontré Ouattara.
sous la présidence de M. Macron. Donc il y a eu un sommet. Derrière le sommet, il y avait un vrai sommet. Complot contre le Mali. On l'a convaincu de passer à l'acte. C'est-à-dire de chasser ces militaires-là. Or, en le faisant, il violait, je suis sur le factuel, hein, oui. Il violait la charte de la transition, qui est claire. La charte de la transition confie, n'est pas les domaines de la sécurité, n'est-ce pas, du Mali, la sécurité et la réconciliation nationale du Mali, à ces militaires-là. C'est pour ça qu'il a été, M. Assimi Goïta est le vice-président de la transition. C'est pas le hasard. Donc, le deal était clair. On ne peut pas de changement sans concertation, sans consultation. Avant même ça déjà, Assimi Goïta avait déjà interpellé le chef d'État de la sous-région sur le comportement inacceptable du président de la transition et son premier ministre qui prenait des aises inacceptables à l'égard de la charte de la transition. Et là, il a franchi la ligne rouge. Il a formé le gouvernement avec pour objectif de mettre à l'écart ces militaires dont nous sommes en train de parler, Assimi Goïta et les autres. Or, qu'est-ce que ces militaires demandent? Parce qu'il faut expliquer, que les gens comprennent. Ces militaires disent que il faut mettre les vrais problèmes du Mali sur la table. Que le problème du Mali, ce n'est pas l'habillage électoral. Ce n'est pas l'élection. Vous allez voir ce président de tradition. Non, il faut l'élection, on change la constitution, on fait les élections. Les bêtises de Paris, là, les mêmes choses. Ouais. L'habillage électoral. Pour voiler les vrais problèmes. Il dit que il faut qu'on mette sur la table l'intégrité territoriale du Mali. Il faut qu'on revoie les accords d'Adjé qui consacrent la partition du Mali. Ou on vous dit un accord, un accord, on vous dit que désormais les ressources d'une région du pays, particulièrement la région la plus riche, à 60% vont revenir à l'État, soi-disant de la Zawa, qui n'existe pas. Hein? Mais on met ça dans l'accord. Et 40% l'État malien. Donc on consacre de fait la partition du pays. Et l'État de la Zawa, on connaît, c'est une création. C'est la France qui veut créer un tel État. Les militaires disent c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc il faut qu'on pose les vrais débats sur la table. Le monsieur de la transition, depuis qu'on l'a dit à Paris qu'il va être président, il ne veut pas entendre parler, tout pour lui, c'est mettre à exécution les pressions de M. Ouattara, n'est-ce pas? Et le plan de la France. Et le plan de la France. Et quand on parle de la France, et tous ceux maintenant qui sont sortis là derrière, ce que vous appelez communauté internationale. Voilà le choc. Voilà le problème du Mali. Or, M. Gauss, et là maintenant je viens sur le plan géopolitique, comme la France est maudite, du moins la France officielle, et est dirigée par un jupitérien qui n'est pas de la Terre, il est perdu. Il va d'erreur en erreur. Il a donc commis l'erreur d'encourager ce monsieur, n'est-ce pas, croyant que la condescendance, l'arrogance, on a enterré un conquis, croyant que tout est cuit, rassuré par le plus grand économiste du monde, n'est-ce pas, que non, la situation est en main, ils ont poussé le gars à faire l'erreur, cette grave erreur de faire le gouvernement sans consulter le vice-président, faire le gouvernement en violant la charte de la transition. Eh bien, l'armée a le plus de pouvoir. Et pour vous dire que les choses sont sérieuses, Goodluck Jonathan, vraiment, un voyou. J'ai dit, un voyou. Et je vais dire pourquoi j'appelle voyou. Il a livré son pays à Boko Haram. Il était en tête, à l'époque, du conglomérat de présidents manipulés par la communauté dite internationale, qu'il m'a donné pas de Gbagbo. Vous avez oublié? On n'a pas oublié. Et Goodluck Jonathan était en train de demander de bombarder. Il veut dire qu'il faut une intervention militaire en Côte d'Ivoire pour chasser Gbagbo. Vous comprenez donc le lien qu'il y a entre lui et M. Ouattara, pour qu'on le positionne comme médiateur de la CEDEAO sur la question, préparant son retour à la politique. Parce qu'il veut revenir. Il veut revenir. Et Boko Haram n'est pas... Vous voyez la situation du Niger aujourd'hui avec Boko Haram. Et vous voyez les dégâts en termes de menaces géopolitiques dans toute la sous-région. Pour comprendre les enjeux qu'il y a dans le fait qu'on place ce monsieur simplement comme médiateur dans la crise. Hier, quand il est arrivé, on l'a dit on ne te reçoit pas à Kati. Vous êtes au courant? Oh oui, il y a des informations. On ne vous reçoit pas ici. Attendez-nous à l'océan, disons. C'est sérieux. Et derrière, donc, il y a l'enjeu russe. Les militaires qui, depuis qu'ils sont là, passent leur commande à la Russie pour les armes, pour l'achat d'armes, sont très avancés dans les négociations avec Moscou. Et les choses sont claires, mon cher Ngoz. On est dans un tournant là dans le sort de l'Afrique. C'est un tournant, là où je vous le dis. C'est un tournant. Et là, je vais chuter par là. C'est un tournant parce que vous voyez la sortie de la communauté dite internationale, la communauté des bandits, qui disent qu'ils sont la communauté internationale. Les États-Unis, ça ne vous surprend pas? La France, l'Union européenne,
l'Angleterre. Je ne cite pas les gens comme l'Union africaine. Je dis que monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Faki Mahamat, veut être président du Tchad. Je l'ai dit depuis au moins pratiquement 1 an. À l'époque, personne ne me croit. Il veut être président du Tchad. Donc il passe son temps à donner les gages tous les jours, matin, midi, soir, à ces personnes. Vous ne le verrez sur aucun de ces lieux du continent. Je prends un exemple. Vous trouvez normal que l'Union africaine n'ait rien dit sur le sort d'un fils de l'Afrique à la CPI qui a été innocenté? 2 fils d'Afrique, bien goudé le président Gbagbo, et ils ne sont pas capables de faire un communiqué pour dire nous saluons l'innocentement du président Gbagbo et s'il n'était pas complice déjà, président Badakani. Mais c'est à le dire, l'Union africaine a été impliquée à fond dans la crise de Guadeloupe. Vous devez donc comprendre. Non, je prends seulement l'exemple. Pour vous dire à quoi c'est l'Union africaine. Son président à l'heure actuelle passe son temps à donner des gages à ce qu'on appelle partenaire parce qu'il veut être président du Tchad. Donc, ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de la CEDEAO. C'est un machin qui ne sert à rien. C'est un objet de course de la France. Donc, ces pays-là qui sortent là, en fait, ça dissimule une guerre entre le bloc occidental et la Russie sur le sol malien. On a un tournant. Imaginez donc que la Russie s'installe au Mali. Quand la Russie s'installe quelque part, les terroristes disparaissent. Monsieur Gouss. Je répète, quand la Russie met quelque part où il y a les terroristes, le lendemain, ils disparaissent. Or, ça fait combien d'années que la France, mélangée avec ses amis-là, que vous venez de citer là, est incapable de mettre fin au terrorisme dans le Sahel? Ça fait combien d'années? Si ce n'est pas eux qui sont justement en train de je vais y arriver. Tout de suite, actualité au Canada. Il s'appelle Luc Wiseman. Wiseman, en plus. Luc, LUC, à la française. Ah, ok. LUC ou Wise comme Wise. W-I-S-E, man. Weishman. Voilà, tu vas dans ok. Oh putain, j'ai déjà vu sa gueule en plus. Tu vas dans l'actualité, tu en as plusieurs là-dessus. Hein. Ah, frère, tiens. 38 minutes. Le producteur, c'est une grosse carrière de la télé. Canadienne, ouais. Le producteur Luc Wiseman, accusé d'agression sexuelle sur une mineure. Luc Wiseman, producteur propriétaire d'Avanti Group, a été arrêté ce matin. Il fait face à des accusations d'agression sexuelle sur une mineure, d'attouchement sexuel sur une adolescente de 12 ans, de production et de possession de pornographie juvénile et de voies de fait. Il plaidera non coupable. Oh, les amis, la dernière fois, on avait fait un truc, des têtes sont en train de tomber au dernier live. Rudy, c'est toi qui as préparé tout ça, mais on avait discuté tous les trois. On a dit c'est le moment d'en faire un. Une nouvelle tête. Ok. Tout de suite, USA Patriote. Donc, Trump de retour en force. Bon. Déclaration, il y a un D qui nous manque dans l'article là. Déclaration de Donald Trump, 45e président, blablabla, qui dit où est Durham? Qu'est-il arrivé au rapport Durham? Alors, rapport Durham qui a un lien direct avec le sujet qu'on vient de parler juste au-dessus. J'y vais, tu vas? Bah, vas-y. Ok. Bon, alors, Durham, pareil, hein, là, je prends un petit peu du retour, parce que si jamais il y a des gens... Rudy, compresse. Hein. Ok, bah d'accord, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok, bah donc vous savez que le dernier drop de Q, c'était Durham. L'avant-dernier, enfin, le dernier, c'était une chanson, mais l'avant-dernier drop de Q, c'était Durham. Tout le monde se dit que la prochaine étape du plan, c'est quand Durham va s'exprimer. Et Durham, on l'attend parce qu'on sait que c'est un special counsel, comment on dit, un procureur spécial, je ne sais plus comment on dit en français, un special counsel. En gros, une personne à qui on a donné tout un tas de super pouvoirs juridiques pour investiguer, pour faire des enquêtes sur tout un tas de personnes, avec un périmètre qui est très très changeant. Il peut plus ou moins aujourd'hui mettre en accusation lui en fonction de là où son enquête l'amène. Et il est très difficilement virable. Je veux dire, ce serait très très mal vu. Si Biden n'a pas de pouvoir sur lui, en fait, par exemple. Et s'il le touche, ça va lui revenir directement au visage. Donc voilà. Et donc, ça fait un moment qu'on l'attend, le rapport Durham, qui ne vient pas. Mais une fois de temps en temps, il y a Trump ou un de ses copains qui dit « Hey, Durham, quand c'est qu'il arrive? Est-ce qu'il arrive bientôt ?» Juste pour le remettre un peu sur le devant de la scène. Des fois aussi pour provoquer une réaction en face. C'est la deuxième fois. Hein. C'est pas plusieurs fois, mais Trump, il a parlé une fois dans le passé. Et là, c'est la deuxième. D'accord, ok, merci pour cette précision. Et voilà, en gros, Durham, on s'attend à ce que ce soit lui qui ouvre les enveloppes dont on a parlé tout à l'heure au-dessus. Et donc, c'est à ce titre-là que la conjonction de ces deux informations était intéressante. En tout cas, les amis,
Je pense que le t-shirt s'y prête bien pour le live de ce soir. Donc, Trump tiendra bientôt des meetings politiques dans 4 États. Tiens, quel hasard niveau timing, n'est-ce pas? Un timing qui est Trump qui est en train de revenir et de commencer à faire des meetings. Pourquoi? Et pour finir, France patriote avec l'intervention de Jordan Bardella. Le problème de la police, c'est la justice, disent certains policiers que vous aviez soutenus lors de la manifestation devant l'Assemblée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule et est-ce que ça signifie aussi qu'il faut augmenter les moyens de la justice? Il faut surtout changer la vision qu'on a de la justice dans notre pays. Ça fait un peu plus de 30 ans, 40 ans que gouverne le laxisme et que prévaut le laxisme en matière pénale. On a beaucoup parlé de ce drame qui s'est déroulé à Hayange il y a quelques jours. Oui. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment est-ce que un Kosovar qui bénéficie d'un titre de séjour, donc il y a en plus le problème de l'immigration qui vient se rajouter par-dessus, mais condamné pour 20 faits délictueux, peut-il encore être en liberté? Oui. 20 faits délictueux, condamnés à 10 reprises pour 20 faits délictueux. Violence, refus d'obtempérer, outrage, harcèlement, menace de mort. Il y a quelques mois encore, l'un de vos confrères a été sauvagement agressé à Reims. Le type en question, qui était un Algérien avec un titre de séjour espagnol, donc là encore on se demande un peu comment c'est possible, condamné à 8 reprises en un an entre 2018 et 2019. Donc le problème effectivement de la police, c'est aussi la justice. Il faut que nos policiers... Il y a des expulsions. Aurore Berger qui était à ce micro hier, elle a dit qu'il y avait un certain nombre pour des faits graves. Il faut que ce soit très très grave, parce que le fait de lyncher un journaliste par terre n'est manifestement pas suffisant pour faire l'objet d'une expulsion. En vérité, la droite, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, a supprimé la double peine, qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes un délinquant et un criminel étranger, vous n'êtes pas expulsé de manière automatique. Il y a 130 000 peines de prison qui sont prononcées chaque année. Sauf qu'il y a seulement 60 000 places dans les prisons. Les prisons sont complètement saturées. Il y a un peu plus de 1500 détenus qui dorment sur des matelas à même le sol. Donc il faut construire des places de prison. Emmanuel Macron s'était Emmanuel Macron s'était engagé à 15 000 places de prison. On en a 2200 aujourd'hui. Mais il nous manque 40 000 places pour être ne serait-ce qu'à la moyenne européenne. Et puis il y a surtout un moyen d'alléger considérablement le travail de la police, de la justice et de libérer des places de prison, c'est d'expulser les 23% de détenus étrangers. Enfin, je veux dire, les Français, ils ont la double peine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils subissent les crimes et les délits, et en plus, ils doivent héberger dans leur prison des gens qui viennent dans notre pays pour commettre des actes délictuels. Donc, on pourrait faire, vous voyez, de la place du jour au lendemain.